Vous cherchez une mini-plateforme de développement compatible à Arduino IDE? Celle-ci a toutes les caractéristiques d'une mini-plateforme, incluant des compromis. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Cela faisait un bon moment que je désirais utiliser le microcontrôleur ATtiny85 de Atmel. C'est une petite bestiole à 8 broches, contenant un processeur de 8 bits et plusieurs périphériques que l'on utilise souvent comme bidouilleur. Seulement, avec l'utilisation d'une nouvelle famille de microcontrôleurs, viennent les besoins en nouvel environnement de développement et en programmateur externe, ce qui en rebute plus d'un, moi le premier. C'est en parcourant le site d'AliExpress que j'ai découvert ce petit module de DigiStump, le DigiSpark, qui contient un microcontrôleur ATtiny85 et qui se programme, entre autres, sur Arduino IDE. C'est pas nouveau comme produit, ça existe depuis au moins 5 ans. Et il en existe des clones que l'on peut acheter pour quelques dollars. Le module est équipé de la version à boîtier SOIC du ATtiny85, mais il en existe aussi une édition avec support pour boîtier DIP, mais sans le ATtiny85 d'inclus. J'en ai donc commandé des deux types. Il faut savoir d'entrée de jeu que le module DigiSpark se programme via son port micro USB. Avec un ATtiny85 non programmé, ce n'est pas possible d'accomplir cela à travers un port USB. Donc, le ATtiny85 du DigiSpark contient déjà un programme résident appelé Bootloader. Ce bootloader demeurera en mémoire flash à côté de notre croquis envoyé par Arduino IDE. Vous verrez tout cela dans quelques minutes. Vous constaterez aussi dans cette vidéo que l'ATtiny85 est un petit microcontrôleur du point de vue ressources. Malgré cela, il a ce qu'il faut pour effectuer des tâches de contrôle simples. Je vais vous en faire la démonstration aujourd'hui. Bon, pour l'instant, je vous montre de près ce que contient le petit module. Voici donc de près à quoi ressemble la mini plaquette. Alors, c'est expédié dans un sac antistatique, ça c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a évidemment le ATtiny85, qui est un microcontrôleur. Ici, c'est la version SOIC, donc soudé en permanence. Et on a aussi un régulateur 5 volts, ce qui nous permet d'alimenter de l'extérieur avec une tension allant au moins jusqu'à 16 volts, et c'est ce qu'il recommande. Le maximum 16 volts. Et bien donc, il y aura abaissement à 5 volts pour alimenter l'ATtiny85. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Ben, on a une LED d'alimentation qui, bon, qu'on utilise l'alimentation venant du USB ou de l'externe. Il y a une LED, cette LED ici va s'allumer pour nous indiquer que la plaquette est alimentée. Alors, en effet, on a un connecteur ici qui nous permet d'injecter une tension externe. On a la masse et on a le 5 volts qu'on peut retirer, bien sûr, ou injecter si on veut. Si on veut injecter du 5 volts, on peut le faire par ici sans difficulté. Connecteur USB, c'est un micro USB. Ce n'est pas le connecteur le plus solide, malheureusement. Par contre, on voit bien que la plaquette, due à ses petites dimensions, ben, ils ont choisi de mettre un connecteur plus petit, dans ce cas-ci, le micro USB. Ça aurait pu être un USB-C aussi, ça aurait très bien fait. Il y a, pour soutenir le connecteur USB et protéger des charges qui pourraient affecter l'ATtiny85, on a des diodes de protection ici. Et bon, il y a 2-3 résistances et une autre LED ici. LED qui est branchée sur un des ports, je crois que c'est P1, une des broches. Alors, c'est branché en permanence, mais ça ne nous empêche pas d'utiliser la broche pour d'autres usages, bien sûr. Quoi d'autre à mentionner? Les connecteurs. Bon, on a les 6 broches. Si on considère que sur 8 broches, il y a 2 broches alimentation et masse, il reste 6 broches. Ces 6 broches sont amenées sur un petit connecteur ici. Connecteur en rangée qui est expédié, qui est fourni, en plus de ce petit bout ici. C'est fourni, mais ce n'est pas soudé en place. C'est moi qui les ai soudés. D'accord? Ah oui, puis au passage, en dessous, il n'y a rien vraiment à mentionner de spécial.
sauf bien sûr les inscriptions pour chacune des broches qui nous donnent une bonne idée d'où nous brancher. Alors, il faut savoir aussi que la broche P5, ça va de 0 à 5, P5, c'est une broche de réinitialisation de reset. Lorsqu'on reprogramme un bootloader, il est possible de réassigner cette broche pour une fonction d'entrée-sortie, mais il ne recommande pas de le faire. Présumément parce que c'est toujours utile d'avoir une broche de réinitialisation ici sur le AtTiny 85. Ça nous laisse quand même 5 broches qu'on peut utiliser pour les différentes fonctions. Bon, une autre petite limite ici, une petite limitation agaçante, c'est qu'ils ont mis 2 connecteurs perpendiculaires l'un par rapport à l'autre. C'est bien beau tout ça, mais ça cause un ennui. C'est que si on installe les 2 connecteurs rangés en dessous, on ne pourra pas installer la mini plaquette sur une plaquette de développement breadboard là, sans soudure. Puisque bien sûr, ces broches vont venir sur une seule et même colonne, ce qui va court-circuiter l'ensemble. Donc, ça, c'est un petit défaut que certaines de ces plaquettes ils décident de mettre des connecteurs perpendiculaires alors qu'ils auraient dû être parallèles et avec un espacement de 100 millièmes de pouce, 2,54 mm. Bien sûr, espacement des multiples de ce 100 millièmes de pouce. Alors ça fait que si on veut utiliser une plaquette sans soudure, il faut installer le connecteur sur, petit connecteur ici des alimentations, sur le dessus de la plaquette. Et en terminant, je peux aussi mentionner 2 trous de montage. On aurait pu s'en contenter de 1, étant donné la petitesse de cette plaquette qui est au passage 20 mm par 25 mm. Ce n'est pas gros. Un petit trou aurait été suffisant, mais ils avaient l'espace pour 2. Mais quand même, c'est bon d'avoir des trous de montage si on veut intégrer ça dans un montage quelconque, là, et que ça soit soutenu. Sinon, on serait pris pour, j'imagine, le coller en place. Voilà, ça fait le tour du matériel physique. Maintenant, faisons-la fonctionner, cette plaquette. Pour pouvoir utiliser le module DigiSpark, il faut bien sûr configurer Arduino IDE pour pouvoir reconnaître et soutenir DigiSpark. Et ça, vous allez trouver toutes les informations si vous allez sur le site web de DigiStump, qui est le groupe qui a développé la plaquette DigiSpark, et vous avez l'adresse digistump.com. Dans le wiki, vous avez une section qui vous montre exactement comment faire l'installation. Et c'est toujours la même chose lorsqu'on veut ajouter une nouvelle plateforme. On va dans les préférences d'Arduino IDE et on va ajouter une ligne de texte dans les préférences ici pour les cartes additionnelles qu'on veut soutenir. Et vous avez la chaîne caractère que vous pouvez copier ici et coller dans les préférences tout simplement. Et il peut y en avoir plus qu'une. Ici, chaîne de caractère, on les espace avec une virgule tout simplement. Par la suite, on va installer la carte. Bien sûr, en allant dans le gestionnaire de cartes. Et bien, on y va. Pour le faire, on choisit les modules contribués et on verra le DigiStump AVR Boards qu'on installe. Et une fois que c'est fait, là, on peut vraiment télécharger du code, mais bien sûr, on va sélectionner DigiSpark défaut, par défaut 16.5 MHz dans les cartes, puisqu'on va avoir des nouveaux choix dans le menu. Lorsque ça c'est fait, normalement, on est prêt à travailler. Il est possible que vous ayez, même dans Windows, à ajouter un pilote pour la reconnaissance du port USB. Mais ça, c'est pas certain. Alors, sachez-le, ils décrivent ici que vous pourriez avoir ajouté un pilote. Mais sinon, on est prêt à faire un essai. Et eux, ce qu'ils proposent, bien sûr, c'est de faire un essai du clignotement, donc Blink. Me voici sur Arduino IDE. J'ai donc le croquis pour faire clignoter la LED. Et notez, c'est bien la broche 1. Qui est la broche sur laquelle la LED est branchée sur le module, la plaquette. Donc, je vais le faire clignoter avec un rythme de 100 millisecondes et vous allez noter que la procédure de téléversement est différente qu'avec un AVR, l'Arduino, Uno, Nano, etc. C'est-à-dire qu'on fait la compilation et le versement, sauf qu'une fois la compilation du croquis terminée, on nous montre en bas, on nous dit de brancher maintenant la plaquette. Alors, ce que je fais à l'instant. Et lorsque je la branche, étant donné qu'il y a un bootloader, Windows reconnaît la plaquette
et va autoriser le téléchargement. Voilà, c'est fait. Alors, le croquis a été téléchargé et on a la LED qui clignote à un rythme rapide. Maintenant, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que cette reconnaissance du port USB, et c'est bien le bootloader qui permet la reconnaissance du port USB, ça dure 5 secondes. Lorsque je branche l'unité, vous voyez, la LED ne clignote pas. Il y a un 5 secondes où c'est le bootloader qui est en fonction. Et s'il n'y a aucun téléchargement ou téléversement qui est fait, le croquis commence à être exécuté. Donc, il faut se rappeler de ça. Et ça, ben, sur Linux, ça m'a causé beaucoup de problèmes et j'y reviendrai. Mais essentiellement, il faut que le port USB soit reconnu par l'ordi dans les 5 secondes suivant le branchement. Sinon, c'est foutu, le versement ne fonctionnera pas. Donc, petit critère à se rappeler. Sinon, ben, c'est fonctionnel tel quel, mais il y aura toujours ce délai de 5 secondes lorsqu'on met la plaquette sous tension. Et ça, c'est dû au bootloader. Il y a aussi moyen d'enlever le bootloader et de verser directement le croquis avec un autre Arduino. Un Arduino Uno. Et là, ben, on oublie le bootloader à ce moment-là. On oublie le port USB pour le versement. Mais l'exécution, après ça, on peut bien sûr définir le port USB comme connexion là, de communication. Mais pas pour le versement. Il va falloir utiliser un programmateur ISP. Alors, je vous ai dit que j'ai eu de la difficulté avec Linux dans Ubuntu. J'ai suivi les recettes qui sont décrites un peu partout sur plusieurs sites web. Et c'est très, très similaire à ce que vous avez vu là, pour Windows. Il y a, il y a peut-être une ou deux étapes de plus là, pour ce qui est des permissions qu'il faut définir pour que le port puisse être utilisé par Micronucleus, qui est le code, le logiciel qui fait le téléversement vers la Tiny85. Malheureusement, ces changements-là n'ont rien donné. J'obtenais toujours une même erreur, soit une erreur 71 ou une erreur 32. Et ces erreurs-là ben, variaient de numéro d'erreur dépendamment si j'étais sur un concentrateur USB ou sur un autre, ou sur branché directement sur l'ordi. Donc, problème de port USB, visiblement. Alors, je me suis convaincu qu'il fallait que je fouille pour trouver une résolution à tout cela. Et puis, fouille à gauche, à droite sur les forums, les wikis, et ainsi de suite. J'ai essayé toutes sortes de choses qui ne fonctionnaient pas. J'ai remplacé le logiciel Micronucleus qui se trouve dans le répertoire Arduino 15 sur Linux. C'est un répertoire qui est caché, là, il y a un point en avant. Et j'ai remplacé avec une version plus récente qui date là, de novembre 2021. Ça a amélioré beaucoup, mais ça n'a pas réglé tous les problèmes. C'est-à-dire que les fameuses erreurs 71 et 32 sont disparues. Mais il y avait quand même un problème, soit que l'effacement de la mémoire flash du Tiny85 figeait à 65%. Et tout stoppait là, et il ne se passait plus rien. Le transfert du sketch, donc du croquis, ne se faisait pas. Alors là, j'ai continué à fouiller, essayer toutes sortes de choses. Et j'en suis venu à remplacer le bootloader sur les Tiny85, puisque le bootloader qui est expédié sur les petites plaquettes Digispark que j'ai reçues, c'était le bootloader 1.6. Alors j'ai fouillé, Digistomp fournissait un bootloader 2.6 pour Micronucleus. Donc j'ai fait la mise à jour du bootloader sur une des plaquettes que j'ai et ça a fonctionné. Ça a fonctionné à 90%, je vous dirais. C'est-à-dire que on nous dit de brancher l'unité une fois que la compilation a été faite. Et très souvent, il ne se passe strictement rien, c'est-à-dire que le port USB n'est pas reconnu et ça reste jusqu'à 60 secondes dans cette position, il ne se passe strictement rien. Il faut donc que je débranche et rebranche, et je débranche et rebranche, peut-être 3-4 fois dans la minute qui suit. Et soudainement, le port USB est reconnu. Et là, tout se fait comme prévu, effacement, téléchargement, et le croquis c'est fait. Donc, ce n'est pas 100% et ça m'a pris beaucoup de travail pour en arriver là. Je suis un petit peu déçu de cette partie. Apparemment, dépendamment des versions de Linux,
dépendamment des ports USB utilisés, dépendamment des concentrateurs USB, ça pourrait ou ça pourrait ne pas fonctionner. Ils n'ont jamais vraiment été capables de complètement régler le tout. Par contre, la version 2.6, c'est bien écrit qu'elle améliorait beaucoup pour les différents types de ports USB. Donc, c'est ce que j'ai constaté. Mais il aura quand même fallu que j'utilise un Arduino Uno et que je l'utilise comme programmateur, c'est-à-dire comme ISP, In-Service Programmer. Et donc, là, il a fallu que je découvre comment faire cela. Je n'avais jamais fait ça. Et là, ça m'a permis de pouvoir programmer le bootloader directement sur les modules parce que le bootloader, c'est un fichier .hex, donc Intel Hex, et ça ne se programme pas avec Arduino IDE. Il faut utiliser un autre logiciel qui s'appelle AVRDude, AVRDude que j'ai installé sur mon ordi, et j'ai dû figurer c'est quoi la ligne de commande pour programmer le bootloader. Bon, il y avait des exemples sur le web quand même, je ne suis pas parti à zéro, là, mais bon, il faut adapter ce qu'on nous fournissait là, pour le bon port série, ainsi que l'emplacement de mes fichiers, dont le fichier bootloader lui-même, ici. Et donc, oui, ça a été assez pénible, mais ça a fonctionné. Ça m'a permis de remplacer le bootloader et maintenant, ben, j'obtiens un résultat qui est quand même, je vous dirais, satisfaisant. Mais je dois quand même débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher jusqu'à ce que le processus démarre, le téléversement. Je crois que c'est entre autres dû au fait que le port USB prend trop de temps à être reconnu et créé par le PC. Et donc, le programme ne voit pas le port USB apparaître. Et donc ne peut pas faire le transfert. Il attend, il ne voit pas la plaquette. Alors, mais parfois, c'est peut-être plus rapide et c'est là que ça fonctionne. Alors, c'est un petit problème avec lequel je dois vivre, malheureusement. Un peu décevant quand même qu'il n'ait pas réglé ce problème. Ça fait plusieurs années que ça se perpétue comme problème. Et un redémarrage de l'ordi n'a rien réglé. Mais tout cet effort m'aura quand même permis d'essayer le transfert de code de Sketch directement à partir d'un Arduino Uno qui agit comme programmateur ISP. Alors, c'est ce que je vous expliquais d'ailleurs plus tôt. Si on ne veut pas utiliser le port USB comme moyen de transfert des croquis, ben, on peut utiliser un Arduino Uno comme méthode de transfert de croquis directement sur la plaquette. Mais ça, honnêtement, ça sort du cadre de cette vidéo. Une si petite plateforme vient avec son lot de contraintes, malheureusement. Lorsqu'il y a beaucoup de fonctions possibles, il y a des compromis qu'on doit faire sur l'assignation des broches. Et parfois même, c'est impossible de faire ce qu'on veut faire, même si la fonction existe. Par exemple, si vous voulez avoir l'I2C, ben, ça sera la broche PB0 et PB2 pour le SDA et SCL, et c'est là que ça se passe. Si vous voulez faire du SPI, ben, vous serez encore plus contraint. Il y aura la broche PB1 aussi qui sera réservée pour le SPI. L'autre chose à savoir, si vous voulez utiliser les entrées ADC, il faut se rappeler que le port USB est par défaut assigné aux broches PB3 et PB4. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser ces broches, en tout cas pas durant le téléchargement ou téléversement du croquis. Il faut que vous débranchiez votre tension qui arrive sur ces broches, sinon ça pourrait perturber le fonctionnement du port USB. Et il faut aussi se rappeler que la broche PB5 est un reset, et on nous l'indique ici sur des copies, les clones de DigiSpark ont effectivement la broche de brancher directement sur PB5 qui est la broche reset, et le bootloader configure les fusibles pour que ça soit un reset. Donc on ne peut pas utiliser cette broche et il y a des contraintes sur les autres entrées aussi. Et l'autre chose à noter, c'est que l'ATtiny85 n'a pas de connexion UART, donc pas de port série traditionnel. Il y a moyen cependant de définir un port série soft avec les broches existantes, mais il n'y a pas de UART à l'interne dans la puce. Donc, vous voyez, c'est quand même tout un casse-tête, et je n'ai pas parlé du PWM, il y a 3 sorties, mais il faut savoir choisir des fonctions en conséquence. Donc, vous n'êtes pas nécessairement sorti du bois si vous voulez faire toutes sortes de fonctions variées sur les ports d'entrée-sortie. Alors, pour l'essai suivant, je fais une lecture de température
à l'interne du AT-Tiny 85, présentement à 25-26 degrés. Et je fais une lecture de l'ADC, une des broches d'ADC. Je lui injecte une tension entre 0 et 5 volts. Et donc, je devrais être capable de faire varier cette valeur entre 0 et 1023. Alors, j'augmente la tension. Voyez-vous, et jusqu'à 1023. Oui, je suis à 5 volts. Et puis, je redescends graduellement. Alors, voilà. Pour ce qui est de la température, bien, on peut la faire varier sèchement avec une canette de froid en bouteille. Voilà. Donc, tout fonctionne bien. Allons voir le code source qui m'a permis de faire cela. Alors, dans Arduino IDE, j'ai utilisé deux bibliothèques. Ce sont des bibliothèques qui sont adaptées pour le AT-Tiny 85. Prenez note, la librairie Wire, c'est TinyWire M. Et Liquid Crystal I2C, elle aussi adaptée, cette bibliothèque, pour l'AT-Tiny 85. OK? Alors, il faut comprendre que c'est une petite puce qui n'a que 8 kilooctets de mémoire et on en perd quasiment 2 kilos juste pour le bootloader. Il reste donc 6 kilooctets pour faire de la programmation et bien sûr, il y a des compromis à faire. Et juste les fonctions que vous avez vues, ben, ça prend 68% de l'espace de mémoire programme, le flash, et 105 octets de mémoire dynamique. Donc, c'est une puce à compromis ici. Il faut bien comprendre. Alors, on définit comme d'habitude, on instancie la bibliothèque, donc l'affichage LCD. Ici, c'est un affichage LCD 2 lignes 16 caractères avec le petit sac à dos I2C à l'arrière. Donc, c'est une liaison I2C à deux broches. Alors, bien sûr, j'affiche au début électrobidouilleur, ce que vous n'avez pas vu dans la démo. Et par la suite, on passe dans la boucle, bien sûr, où je fais une lecture de température interne. Et ça, j'ai trouvé ça sur le web. Je ne l'ai pas inventé. Il faut d'abord sélectionner une référence de tension interne, celle de 1,1 volts, pour pouvoir faire des lectures. Et des lectures, j'en fais 100 et je fais une moyenne des 100 lectures. Parce que si vous faites uniquement une lecture, vous allez avoir énormément de variations, même jusqu'à moins 5, jusqu'à plus 30. Ça varie énormément. Donc, en faisant une moyenne sur une centaine de lectures, peut-être on pourra en faire moins, là, mais ça fonctionne très bien. Et j'obtiens un résultat qui est très stable. Et lorsque la mesure à l'interne de la sonde de température est complétée à travers l'ADC, je repasse à la référence analogique par défaut pour pouvoir faire normalement d'autres lectures externes. Et il s'agira bien sûr de faire les lectures de la tension externe sur une des broches. Et donc, cette lecture de température, c'est une fonction que j'ai créée, que j'appelle dans ma boucle infinie ici. Donc, j'appelle la lecture de température et je l'affiche. Et je lis la tension et je l'affiche entre 0 et 1023, bien sûr. Alors, c'est tout, avec une petite pause de 400 millisecondes. Et tout ça, bien, ça prend 68% de la mémoire programme. Alors, il faut être très frugal avec un AT-Tiny 85. Et comme autre essai, je vais établir une connexion USB, donc une console, un peu comme Arduino Uno ou Nano, là, pour monitorer ce qui se passe sur le programme. Donc, serial.print, les fameuses commandes. Bien, avec le AT-Tiny 85, c'est un peu plus délicat, un peu plus complexe, mais ça fonctionne quand même. Et j'y injecte sur la broche ici, la broche numérique 2, je lui injecte la tension entre 0 et 5 volts pour l'ADC. Allons voir le résultat. Et voilà donc ce que le port série reçoit sur l'ordi. Et je fais varier la tension, évidemment, comme on voyait à l'affichage précédemment, entre 0 et 5 volts. Et donc, la lecture de l'ADC fonctionne bien et on le voit s'afficher ici à l'écran. Maintenant, au niveau du code source, on doit utiliser une bibliothèque particulière. Elle s'appelle DigiCDC et c'est une grosse bibliothèque, clairement, car regardez, juste pour faire afficher la valeur de l'ADC, on a 75% de l'espace de mémoire programme qui est utilisé et 221 octets de mémoire dynamique. C'est très gourmand comme ressource. Alors ça ici, cette utilisation du port série, là, on va la garder seulement dans des cas bien précis et on va la désactiver une fois terminée.
Sinon, bien, oui, on établit cette liaison en l'ouvrant, en faisant un begin, et vous remarquez, il n'y a pas de baud rate, il n'y a pas de vitesse en bits par seconde qui est fournie. Ce n'est pas une liaison traditionnelle par série. C'est une liaison qu'on pourrait dire virtuelle dans ce cas-ci. Alors, l'autre chose à mentionner, c'est qu'on n'utilisera pas dans la boucle notre simple fonction delay. On nous suggère fortement d'utiliser une fonction delay qui a été créée dans la bibliothèque DGCDC là, sous Serial USB, tout simplement parce que cette librairie Serial USB, c'est tellement gourmand en ressources temporelles que si on ne veut pas interférer avec le fonctionnement de Serial USB, on nous dit d'utiliser la fonction serialUSB.delay. Partout où on veut mettre un délai dans le code. Sinon, ben, je fais la lecture de la broche P2. Petite erreur ici. Et c'est au niveau analogique, c'est l'entrée 1. Ça, c'est tout documenté sur la page web là, pour le DigiSpark. Alors, lisez bien la documentation sur comment procéder, entre autres, pour les analog read et lectures d'ADC. Et j'imprime le résultat à l'écran avec un délai de 400 millisecondes pour ralentir tout cela, bien sûr. Alors, on a constaté les limites du module DigiSpark et elles sont dues essentiellement à la quantité limitée de mémoire flash de programme disponible. Et dans certains cas, les 512 octets de mémoire vive pourraient aussi nous limiter, particulièrement dans le cas de calculs complexes. Mais lorsque l'on choisit un microcontrôleur pour un projet, il faut prendre en considération les besoins du projet. Mais dans plusieurs cas, par exemple lorsqu'il n'y a pas d'affichage ou même de besoin d'un port USB pour contrôler le bidule, le DigiSpark peut très bien s'affranchir de tâches de contrôle simples. Et si l'espace disponible pour la solution est restreint, ben, le DigiSpark est définitivement une solution à considérer. Et en plus, il y a même moyen de le mettre en veille pour le rendre très peu gourmand. On peut même, bien sûr, enlever les LED pour diminuer le courant le plus possible. Alors voilà, un autre outil à placer dans le coffre du bidouilleur. Vous avez apprécié cette vidéo de découverte? Vous pouvez le laisser savoir en cliquant sur le pouce vers le haut. Et vous voulez soutenir mon effort? Plus de détails durant le générique qui débute à l'instant. Merci et à la prochaine!